Bienvenue sur mon podcast Indépendance affective, le podcast vers l'unité en soi, libérée de la dépendance affective. Je suis Olivia Saxby, thérapeute et auteure de la méthode Envie, de la guérison de l'enfant intérieur à la souveraineté personnelle. Alors, voyons aujourd'hui ensemble la première des 5 blessures, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Puisque nous parlons de dépendance affective, nous allons aujourd'hui parler de la blessure d'abandon, dont la réaction émotionnelle, la réaction de défense que notre ego a trouvée pour l'éviter, puisque je rappelle que donc toutes ces blessures engendrent chez nous des états émotionnels spécifiques qui vont entraîner des comportements qui vont être spécifiques. Je vous invite d'ailleurs, si cela vous intéresse, effectivement, soit à lire les 5 blessures de Lise Bourbeau, sinon vous pouvez retrouver également dans mon livre Envie, dont je remettrai ci-dessous dans la description le lien pour le commander. Je propose dans le chapitre 4 de la méthode Envie une lecture plus accessible, plus pragmatique, plus ludique que ce que notre grande dame Lise Bourbeau nous propose. J'y ai ajouté dans mon livre finalement ma lecture à moi suite à l'expérience que j'ai en cabinet et aussi suite à ma propre expérience. Étant moi-même une dépendante affective, souffrant de la blessure de trahison et d'abandon, et aussi de rejet, et aussi d'injustice, et aussi d'humiliation. Bon, en fait, on les a toutes. On les a toutes plus ou moins. Lise Bourbeau nous dit qu'on en a généralement au moins 2 ou 3 dominantes. Et l'idée ici, c'est vraiment de vous proposer une grille de lecture plus facile, plus accessible, sachant que rien de tout ça n'est une vérité. C'est vraiment des interprétations et une façon de voir les choses et d'approcher les choses qui sera plus simple, plus appréhendable, plus facilement appréhendable au quotidien. Et pour vous permettre finalement, vous, de pouvoir vous reconnaître et d'essayer d'extraire, de définir laquelle des 5 blessures ou lesquelles des 5 blessures sont vos blessures majeures. Et c'est ça qui est difficile dans la lecture du livre de Lise Bourbeau, c'est qu'on se reconnaît un petit peu dans toutes les blessures et en fait, à la fin, on ne sait plus laquelle est vraiment notre blessure dominante. Donc là, je vous ai vraiment proposé une approche un peu plus simple que moi, j'aurais aimé trouver parce que vraiment, au début, c'était compliqué. Nous avons vu dans le premier épisode l'origine de nos blessures. Donc, nous avons vu que nous incubons au cours de notre enfance toute une série de traumatismes qui vont générer chez nous une blessure principale, une blessure dominante, des blessures dominantes. Et ce sont ces blessures qui engendrent des comportements inconscients. Tant que ces traumatismes encore vivants existent à l'intérieur de nous, alors nous allons continuer de générer, malgré nous, nos comportements inconscients. Notons que, alors oui, nous avons tous et toutes les blessures, et que finalement, la première lettre de chacune de ces blessures, T pour trahison, R pour rejet, A pour abandon, H pour humiliation et I pour injustice, s'écrit trahi. Et que fondamentalement, à chaque fois que nous vivons une souffrance à l'intérieur de nous, ce n'est pas l'autre qui nous fait souffrir, mais bien nous qui souffrons parce que cela vient révéler ou rappeler cette blessure que nous n'avons toujours pas guérie en nous. Et cela vient surtout nous rappeler que nous nous trahissons nous-mêmes à travers le fait même de ne pas guérir ces blessures et de ne pas les voir. Et donc la vie va nous rappeler encore et encore, et nous, dans notre vibration, nous portons ces blessures et donc nous attirons à nous, malgré nous, des événements qui, encore et encore, nous rappellent que nous avons cette blessure à guérir. Et tant que nous continuons de nous trahir en ne nous occupant pas de cette blessure, alors la vie va nous envoyer des personnes, des situations qui nous le rappellent et qui nous invitent à nous guérir, à s'occuper de nous. Et donc, il va s'agir de s'observer. Il va s'agir de regarder quelles sont nos émotions les plus récurrentes et de les répertorier en quelque sorte afin de pouvoir identifier à l'intérieur de nous quelles sont ces blessures récurrentes. Alors,
La blessure d'abandon engendre le masque du dépendant. Généralement, la blessure d'abandon se joue avec une personne du sexe opposé, alors que c'est la blessure de rejet qui se joue avec une personne du même sexe. Donc cela vient faire référence à notre, parent du sexe opposé. C'est une blessure extrêmement souffrante puisqu'on vient toucher fondamentalement à l'être. La personne qui souffre d'abandon, fondamentalement, croit qu'elle a nécessairement besoin de quelqu'un pour avancer. C'est-à-dire que son moteur dans la vie, c'est l'autre, l'autre avec un grand A. Si cette personne ne se sent pas soutenue, si cette personne n'a pas quelqu'un qui croit en elle à sa place, alors cette personne va avoir du mal à avancer et à véritablement créer quelque chose de sa vie en toute autonomie. Et finalement, c'est ainsi qu'elle se trahit fondamentalement puisqu'elle va demander inconsciemment à autrui de croire en elle à sa place. Physiquement, souvent, comme c'est quelqu'un qui a besoin de soutien, c'est quelqu'un qui va développer un corps plutôt mou, un corps qui va manquer de soutien, un corps qui va manquer de structure dense, c'est un corps qui va manquer de musculature. C'est un corps qui va avoir tendance à se recourber, avoir les épaules recourbées vers l'avant et avoir la bosse au niveau de la nuque avec la tête qui est plutôt basse. C'est vraiment des personnes qui, dans leur posture, dans leur attitude, vont plutôt développer une posture de résignation, de quelque chose comme une plainte générale du corps associée à cette croyance fondamentale intrinsèque liée à la blessure d'abandon qui est de «venez me soutenir, j'ai besoin de soutien». Et donc le corps lui-même va traduire cette pensée-là en se montrant, comme plutôt mou ou avec des tissus mous, une partie du corps qui va avoir besoin elle aussi, de soutien. Et dans son regard, on va souvent avoir des yeux tristes, on va souvent avoir des yeux qui retombent sur les côtés, on va souvent avoir une bouche plutôt en U inversé, en pont, plutôt qu'en U ouvert vers le haut. Ce sont des personnes qui, véritablement vont sur leur visage, dans leur posture et physiquement, développer une attitude qui appelle au soutien. Évidemment, les caractéristiques que je vous décrive ici sont à prendre de façon relative. On peut avoir 50% des caractéristiques que je décris ici. On n'est pas obligé de tout avoir, mais c'est vraiment des caractéristiques qui sont significatives. Le sentiment d'abandon va naître assez tôt, entre l'âge de 0 et 3 ans, et elle peut être générée par tout un tas de choses. Alors, soit la personne va effectivement avoir été abandonnée parce qu'un des parents soit est décédé, soit est parti, soit a quitté la famille pour quelle que soit la raison. Soit un des parents ou les deux parents se sont montrés moins disponibles à l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur. Soit l'un des deux parents, parce que pour tout un tas de raisons qui lui incombent, le parent a dû s'absenter régulièrement soit parce qu'il a été lui-même malade ou parce qu'il a eu des responsabilités professionnelles ou parce qu'il devait faire carrière ou parce qu'il essayait simplement de s'en sortir. Voilà, l'enfant, entre 0 et 3 ans, quelles qu'en soient les raisons, il s'est senti abandonné. Et donc l'enfant ressent fondamentalement un manque de nourriture, dans tous les sens du terme, physique, affective, surtout affective. Et surtout, il ne reçoit pas le type de nourriture physique affective dont il a besoin. C'est-à-dire que même si le parent, s'il est interrogé, va vous dire: «Oui, mais quand même, moi je me suis occupé, j'ai fait ce que j'ai pu, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi», et cetera. L'enfant, lui, va avoir ressenti, selon sa façon de voir les choses du haut de ses 0 à 3 ans avec sa maturité émotionnelle de l'époque, il va avoir perçu, ressenti un manque de l'un ou des 2 de ses parents et donc va développer la blessure d'abandon à partir de là. Il est possible que les parents n'aient pas vraiment fait défaut, mais néanmoins, l'enfant l'a perçu comme tel. C'est pour ça que là encore, mon intention n'est absolument pas de blâmer les parents. Moi, en tant que maman, je fais bien comme je peux et je ne sais pas quelle est la blessure, alors j'en ai une vague idée quand même,
au vu des caractéristiques physiques que mes enfants développent aujourd'hui, bien qu'ils soient encore adolescents, je ne sais pas quelle est la blessure prédominante qu'ils sont en train de développer. Même si je fais de mon mieux en tant que maman, je sais qu'à un moment donné, quand ils auront, entre 20 et 30 ans, ils vont me reprocher tout un tas de choses que je n'aurais pas fait que j'aurais dû faire autrement, que je n'ai pas su faire ou que je n'ai pas su leur apporter. Et ça, c'est l'histoire de tout être humain. Et l'histoire de tout être humain, c'est justement de réaliser que, notre parent a fait comme il a pu et surtout de se responsabiliser dans la guérison et dans la nourriture finalement physique et affective que l'enfant croit ne pas avoir reçue ou qu'il n'a effectivement pas reçu, ou en tout cas pas reçu comme il l'aurait voulu. C'est, de notre responsabilité ensuite d'adulte de, s'occuper de se nourrir nous-mêmes et d'aller chercher de cesser de nous trahir nous-mêmes en allant enfin, en toute autonomie, nourrir nous-mêmes cette blessure et ce manque affectif que nous ressentons, profondément à l'intérieur de nous. Et donc cette blessure d'abandon qui va engendrer donc, ce qu'on appelle le masque du dépendant, croit fondamentalement à l'intérieur de lui-même et c'est très, très profondément ancré, que seul il ne peut arriver à rien et il va donc chercher désespérément à combler ce sentiment de vide, cette impression de vide, ce ressenti profond de vide par quelque chose d'extérieur. Il a perpétuellement besoin de l'autre avec un grand A, de soutien et ce vide peut être comblé par quelqu'un, mais il peut être comblé aussi par de la nourriture. Il peut être comblé aussi par des substances type drogue ou alcool, par du jeu, par, et cetera, et cetera. Et donc le problème, c'est que comme la personne a besoin de soutien, le dépendant va souvent se positionner en victime et ça va être là toute la difficulté, c'est de prendre conscience de sa posture de victime et de s'inviter soi-même à se responsabiliser pour se sortir de cette posture de victime et de se sortir de ce besoin viscéral de soutien que l'on a besoin à l'extérieur, pour venir finalement chercher à l'intérieur de nous-mêmes cette nourriture avec un grand N dont nous avons besoin et de se la procurer soi-même. Donc généralement, le dépendant va hériter de ce trait de caractère de l'un ou de l'autre de ses parents et souvent, il va le vivre en tout cas avec le parent du sexe opposé. Et donc, le dépendant va déployer des trésors d'ingéniosité inconscient pour attirer l'attention à lui. Et cela peut aller jusqu'à se rendre malade, parce que étant malade, il obtient l'attention de l'autre et il peut compter sur lui. Et il peut justement se maintenir dans sa posture de victime. Donc le dépendant malade ne va pas forcément chercher à se guérir lui-même, il va plutôt attendre passivement que l'autre s'occupe de lui pour le sortir de sa maladie. Et donc le dépendant a ce secret de s'accrocher à ses problèmes pour garder l'attention qu'autrui va lui porter. Et ça, c'est très, très important. C'est l'une des clés, en fait, de la non-résolution de la blessure d'abandon et donc du masque du dépendant. C'est cet attachement, et l'attachement est aussi réellement un grand, grand sujet dans la dépendance. Cet attachement, et cet attachement illusoire à notre problème, qui va nous maintenir dans notre dépendance et dans notre blessure d'abandon. Le bénéfice de maintenir le problème en place, à savoir l'obtention du soutien ou de l'attention d'autrui, va être plus important que le problème lui-même et ses potentielles conséquences. Et c'est pour ça que même malade, la personne va être capable de se maintenir, de rester malade parce qu'elle va obtenir toute l'attention, enfin, dont elle a, dans son illusion, besoin de la part d'autrui. Elle va préférer rester malade plutôt que de s'autonomiser, se responsabiliser sur sa totale guérison. Parce que cela reviendrait à admettre qu'elle est faussement malade. Et le paradoxe, la perversité du raisonnement inconscient est assez vertigineuse et difficile à réaliser. Et par extension, le dépendant, dans sa posture de victime, va aussi se positionner en sauveur. Parce qu'il lui dit ainsi inconsciemment toujours, hein: «Si je te sauve, cela te montre que je te soutiens, donc j'attends de toi que tu me soutiennes également». Et ça, cette, boucle-là, avec des parents
contrôlants, avec des parents qui sont souvent aussi dans cette posture, bourreau, victime, sauveur, on est très souvent, dans cette boucle-là. Si je te sauve, cela te montre que je te soutiens et donc j'attends de toi que tu me soutiennes également. Ça, c'est extrêmement pervers et il faut que lorsque vous l'identifiez dans votre propre mode de fonctionnement, il faut immédiatement en sortir. Quand, je vais chercher à sauver l'autre, je vais aussi faire ce qu'on ne m'a pas demandé. Et si jamais je fais quelque chose qu'on ne m'a pas demandé et que je viens finalement empiéter sur la liberté d'être de l'autre et que celui-ci me le reproche, c'est à ce moment-là que je deviens le bourreau et que je vais, reprocher à l'autre, avec tout ce que je fais pour lui, de ne pas être reconnaissant et ainsi entretenir cette boucle perverse de, victime, bourreau, sauveur qu'on appelle aussi le triangle de Cartman. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quel que soit le moyen utilisé, l'objectif va être de maintenir coûte que coûte et quoi qu'il arrive, le lien avec l'autre. Que ce soit avec ma posture de victime, que ce soit avec ma posture de sauveur ou que ce soit avec ma posture de bourreau. Parce que si l'autre ne me répond pas et ne garde pas le lien, alors, je perds l'objet de mon attachement et alors, je perds potentiellement la personne qui pourrait m'offrir le soutien dont j'ai besoin et la nourriture affective dont j'ai besoin. Et ça peut être une posture très, très, très toxique, en fait. Parce qu'il faut bien se dire que même en étant dans le parce qu'on peut souvent croire et s'imaginer que le dépendant, c'est la personne qui va être donc en posture de soumission et qui va donc être la victime, justement. Or, il faut bien se dire qu'elle est elle-même le bourreau, son propre bourreau, en se maintenant dans sa posture de victime. Et ça, c'est extrêmement important. Nous sommes nous-mêmes nos propres bourreaux en nous maintenant dans notre posture de victime et de dépendant. Et ça, c'est pas OK. C'est pas OK pour nous-mêmes. Et donc cette posture de sauveur aussi, qui nous maintient aussi dans notre rôle de victime, nous maintient aussi dans notre rôle de bourreau. C'est pour ça que le triangle et la boucle est infinie et qu'il faut impérativement en prendre conscience et s'en extraire. Et généralement, l'autre qui arrive dans notre vie, va, à travers ses comportements qui vont nous faire sortir de nos gonds, justement nous démontrer ça. Et tant qu'on ne le verra pas, eh bien, on va tomber soit la personne va se maintenir, l'autre en face de nous va se maintenir dans sa posture qui est probablement plus juste que la nôtre, soit on va rencontrer des personnes qui vont encore et encore, nous enfoncer dans notre posture de victime, de bourreau et de sauveur. Comme le dépendant, endosse dans sa posture de victime et de sauveur des responsabilités qui ne lui incombent pas, qui ne sont pas les siennes, généralement, il va en avoir plein le dos. Et donc, il aura souvent mal au dos, ce qui va aussi lui permettre de continuer de se plaindre, lui permettre de continuer de se courber davantage et donc de se maintenir dans sa posture de victime, etc., etc. Le dépendant, dans son besoin d'approbation de l'autre et de soutien de l'autre, va donc avoir des difficultés à prendre des décisions seul, à se rendre autonome, à créer seul, à avoir sa propre activité seul, à croire suffisamment en lui-même seul pour pouvoir, avancer seul dans ce qui est important pour lui. Et donc, la plus grande peur du dépendant est donc de se retrouver seul. Et donc la solitude est ce qui lui fait le plus peur. Le dépendant est convaincu qu'il a besoin de soutien pour tout. Donc il va aller chercher le soutien à l'extérieur de lui-même. Et donc la solitude, se retrouver face à lui-même, est pour lui une extrême épreuve. Et il est persuadé qu'il n'arrivera pas à gérer seul ce qu'il a à faire, en fait, à créer seul ce qu'il a à faire et à gérer seul son autonomie et à nourrir lui-même seul ses besoins. Et un des grands enjeux pour sortir de la dépendance affective et surtout pour sortir de la blessure du dépendant, va être d'aller affronter seul ou avec un thérapeute, hein, bien sûr, mais dans le cadre d'une thérapie, d'aller affronter cette solitude, d'aller affronter ce sentiment profond de vide qui nous habite lorsqu'on est dans cette blessure et dont on doit
impérativement s'affranchir parce que c'est cette blessure, d'abandon qui engendre cette peur viscérale de la solitude qui nous fait agir de façon, en posture de victime et qui nous fait nous maintenir, dans ce rôle et qui nous fait nous faire du mal et qui nous fait nous trahir nous-mêmes, finalement. Et donc le dépendant va être prêt à mettre en place de très grandes stratégies pour être aimé et il devient évidemment capable d'endurer des situations qui sont inacceptables. C'est ainsi que des personnes se retrouvent dans des situations de violence qui sont perçues comme incompréhensibles depuis l'extérieur, mais la victime qui se complaît dans son rôle de victime, attention, petite parenthèse, dans des, situations, de pervers narcissiques, il faut bien avoir en conscience que la victime entretient dans sa posture la nourriture du pervers narcissique. C'est très important de le dire. Je ne dis pas que le pervers narcissique est pervers à cause de la victime, mais il faut bien, bien, bien remettre les choses à leur place et bien, bien, bien remettre l'église au milieu du village. C'est qu'il y a un jeu d'équilibre d'énergie qui se joue. Il y a comme un balancier. Tant que la victime, le dépendant, se maintient dans cette posture, alors elle va nourrir le pervers qui va continuer donc son jeu. C'est comme si la victime, à travers le fait de se laisser sous emprise, autorisait le pervers à maintenir son emprise. Et c'est comme si aussi la victime nourrissait le pervers dans sa posture d'emprise. Moi-même, ayant vécu des violences avec une personne dont j'étais sous emprise, je m'en suis très très bien aperçue ça. C'est pour ça que je me permets de vous le dire et c'est pour ça que je me permets de le dire avec une telle affirmation. C'est-à-dire que, il y a des jeux d'équilibre, il y a des jeux de transfert d'énergie et de nourriture énergétique, qui font que l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit le premier aussi. Parce que et c'est terrible, au moins, lorsque le pervers narcissique a sa victime sous emprise, au moins, quelque part, il lui témoigne une forme d'attention et la victime maintient le lien que cette personne a sur elle. Sans ce lien, de dépendance, la victime n'a plus lieu d'être victime et donc en fait, ça ne vient plus nourrir sa blessure d'abandon. Donc il faut bien, bien, bien prendre la responsabilité de ce qui se passe et de comprendre ce qui se joue dans les jeux d'équilibre entre les 2. Et donc c'est ainsi que certaines personnes se retrouvent dans des situations de violence qui sont perçues par l'extérieur, par les amis, par l'entourage comme étant absolument aberrantes. Alors, je dis pas que le pervers a raison, c'est pas du tout ça, hein, mais c'est que les choses se passent ainsi aussi parce que les 2 ont quelque chose à comprendre. Mais la victime, comme je le disais à l'instant, qui n'admet pas ou qui ne veut pas voir ou qui n'a pas encore la conscience suffisante d'observer qu'elle alimente le jeu du pervers et elle a tellement peur de perdre le lien avec cette personne qui, du coup, lui donne une attention, à travers sa perversité, elle va préférer inconsciemment maintenir la situation en place plutôt que d'avoir, entre guillemets, la force et la foi intérieure et pas et le courage quelque part d'aller visiter sa blessure d'abandon et sa peur d'être seule, plutôt que de couper le lien, en fait. Elle a eu l'illusion, l'impression, l'espace d'un court instant d'être, d'être aimée par cette personne. Elle s'accroche à cette illusion de ce court instant. Peut-être que ça a été vrai, quelques instants et peut-être que c'est vrai dans l'absolu, mais c'est surtout que la manière dont ça se passe n'est pas juste et n'est bonne pour personne, ni pour le pervers, ni pour la victime. Et donc dans ces situations-là, c'est vraiment à la victime de se sortir de sa posture de dépendant en réalisant qu'elle doit finalement affronter sa peur d'être seule et grandir, aller toucher profondément sa croyance qu'elle a, finalement de la valeur et qu'elle-même est capable de se nourrir et de s'accorder suffisamment de valeur
pour pouvoir redevenir autonome. Le dépendant est très, très fort pour faire l'autruche et se voiler la face en se persuadant que tout va bien dans le couple, que tout est rose, que tout est merveilleux. Et si jamais l'autre, annonce son départ, le dépendant s'est tellement bercé d'illusions, a tellement construit une façade pour se maintenir dans l'illusion que tout allait bien, que, la chute va être extrêmement douloureuse et le dépendant va tomber de très, 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 très haut. Ce qui va de nouveau lui faire revivre encore et encore la blessure de l'abandon, qui est déjà béante et qui lui confirme qu'on l'abandonne encore. Et donc lui, plutôt que de lâcher et d'arrêter de s'abandonner lui-même, parce que c'est ce qui se passe, il va, s'accrocher et aller courir après et faire l'objet de, son attachement une obsession, plutôt que de finalement, petit à petit, jour après jour, aller visiter profondément son émotion et sa peur d'être seul, en se faisant confiance et en se disant que et en réalisant de nouveau qu'il est finalement capable de croire en lui-même et de s'accorder cette importance et de se donner cette nourriture affective dont il a besoin et petit à petit de ne plus aller la chercher ailleurs et ainsi d'arrêter enfin de s'abandonner lui-même. Dans la blessure de l'abandon, le dépendant va être capable de remuer ciel et terre, de déplacer des montagnes, de parcourir des kilomètres, de décrocher la lune pour remplir ce vide abyssal qu'il ressent en lui et que lui fait ressentir cette blessure et qu'il a cru l'espace d'un instant qu'une personne ou qu'une substance ou qu'une addiction allait pouvoir remplacer. Cette prise de conscience est très, très, très importante parce que il faut bien réaliser que c'est véritablement un leurre, intérieur, heu, parce que pour pouvoir remplir ce vide, on est véritablement capable de faire n'importe quoi, y compris, comme je disais à l'instant, de supporter des choses qui sont insupportables ou de réaliser, ou de déplacer des montagnes alors qu'elles n'ont pas du tout besoin d'être déplacées. Le dépendant, dans son mode de fonctionnement, ne veut pas s'apporter cette attention, cet amour et cette reconnaissance dont il a besoin, puisqu'il attend encore et encore et encore que ce soit quelqu'un d'autre à l'extérieur de lui qui lui apporte. Et tant que la personne qui souffre de la blessure d'abandon, le dépendant, n'aura pas compris ça, qu'il doit s'offrir lui-même la reconnaissance, l'amour et l'affection et l'attention dont il a besoin, alors il ne pourra pas sortir de sa dépendance affective. Et le dépendant affectif va être capable de croire, au moindre coup de cœur que, la relation est le fruit d'un amour pur et véritable. Il va s'illusionner et se mentir à lui-même d'une façon absolument terrible. Parce que et c'est doublement terrible que lorsque la vérité éclate, il y a un double mensonge qui se fait. C'est-à-dire que et c'est là où la blessure de trahison justement se mêle à la blessure d'abandon et on y reviendra après sur la blessure de trahison. Mais la personne, va se trahir elle-même systématiquement en croyant que c'est l'autre qui va lui apporter ce dont elle a besoin, alors que c'est elle-même qui doit véritablement se l'apporter. Et elle doit véritablement couper tous les liens d'attachement et apprendre à trouver sa nourriture en elle plutôt qu'à l'extérieur. Et c'est ainsi qu'après, la personne va pouvoir rencontrer quelqu'un qui va être équilibré et qui n'aura aucun trouble de l'attachement, que ce soit un trouble de l'attachement anxieux ou évitant, guérissant son propre trouble à elle. Pour rappel, l'amour ne fait pas mal. Jamais. L'amour est doux, l'amour est puissant, l'amour est intense, l'amour est beau, l'amour est réjouissant, l'amour est source de joie. L'amour est guérisseur, l'amour rassemble. Dans nos relations amoureuses de dépendance affective, à partir du moment où vous ressentez une douleur, ce n'est pas de l'amour. Ce sont vos blessures qui réagissent, qui rebondissent face à ce qui se passe dans votre vie. C'est l'autre avec un grand A qui vient réveiller vos blessures. Et si vous avez mal, ce n'est pas de l'amour.
En tout cas, ce n'est pas l'amour qui fait mal, c'est votre blessure à laquelle la situation vient ricocher qui vous rappelle que vous avez encore quelque chose à guérir. Si vous avez mal, c'est une blessure de votre ego, de votre mental, de votre être, de votre enfant intérieur qu'il vous convient de guérir. Ce n'est pas de l'amour, ça ne vient pas de l'amour à proprement parler. Alors évidemment, pour le dépendant, le lâcher-prise est quelque chose d'extrêmement difficile à obtenir parce qu'il va s'accrocher coûte que coûte, quoi qu'il arrive, à l'objet de sa dépendance. Il va croire que cette personne, objet de sa dépendance, va donc pouvoir le nourrir. Et lâcher prise sur des situations, lâcher prise sur des personnes, lâcher prise, sur une relation, ce serait pourtant le premier pas vers la voie de la guérison. Ce serait pourtant accepter, déjà que c'est nous qui sommes blessés, que ce n'est pas l'autre qui nous blesse et ensuite, c'est le premier pas vers la réalisation de l'autonomie affective et il ne croit tellement pas en lui qu'il va toujours croire que l'autre est meilleur. Donc en fait, il ne va pas croire en lui aussi pour aller chercher auprès de l'autre qu'il croit en lui à sa place. Et ça aussi, c'est extrêmement manipulateur. Et c'est ça que vous avez peut-être pas l'habitude d'entendre. C'est que, en fait, le dépendant, qui souffre de la blessure d'abandon est extrêmement manipulateur. En fait, il va manipuler l'objet de sa dépendance, pour, qu'il croit en lui à sa place, pour qu'il lui apporte le soutien qu'il ne veut pas s'apporter lui-même et pour qu'il, finalement, l'aide à vivre sa vie à sa place. C'est terriblement injuste pour la personne qui va vivre avec ce dépendant. Mais pour le dépendant, lâcher, ça veut dire abandonner. Combien de fois j'ai eu, dans mon cabinet ici des personnes, dont qui avaient été, trompées, donc qui avaient la blessure de trahison, qui voulaient pas lâcher leur autre parce que justement ils avaient le sentiment de l'abandonner, d'abandonner le couple si, malgré la trahison, ils en venaient à quitter l'autre. Et c'est ça qui est hyper paradoxal et en même temps qui témoigne et qui montre en fait, le côté pervers du dépendant. C'est-à-dire que l'autre m'a trompé, l'autre m'a fait du mal, l'autre m'a fait quelque chose d'inacceptable, hein. 1er point, c'est que j'accepte des choses qui sont inacceptables. Mais je suis tellement habitée par la peur d'abandonner l'autre et d'être seule que je vais préférer rester avec lui et continuer de supporter l'autre et donc de m'abandonner moi-même et de continuer de me trahir, plutôt que d'accepter, de me prendre en main et de prendre la responsabilité de moi-même pour pouvoir, justement me libérer de ma dépendance affective et enfin être authentique avec moi-même et être alignée avec moi-même. Non, je vais préférer continuer d'accepter l'inacceptable pour me maintenir dans ma dépendance et ainsi continuer ma posture de victime et ainsi maintenir le lien avec l'autre, même si l'autre m'a trompé, m'a trahi d'une manière ou d'une autre. Et ça aussi, c'est manipulateur. Et c'est là où il faut vraiment, vraiment comprendre le jeu qui va dans les deux sens. L'autre m'a trompé, mais moi je continue de le manipuler parce que tu te rends compte, hein, avec tout ce que tu m'as fait maintenant, hein, tu continues de me faire ça. Mais moi je vais rester parce que comme ça je te fais culpabiliser, mais comme ça au moins je garde le lien et je n'ai pas l'impression de t'abandonner. Au moins tu pourras pas me reprocher de t'avoir abandonné, hein. Ah bah non. Mais par contre, du coup, ça peut me permettre, du coup, de devenir le bourreau à mon tour. Enfin, il y a un jeu très, 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 pervers qui se met en place comme ça et qui n'est sain pour aucun des 2. La seule possibilité dans ces conditions-là, c'est de couper le lien. Mais ça, généralement et l'un et l'autre vont avoir du mal à le faire et c'est là où l'attachement est extrêmement vicieux et maintient les personnes dans un jeu manipulateur
mutuel, hein, il y en a pas un qui est pire que l'autre, c'est mutuel, qui s'auto-nourrit, qui s'auto-entretient. Et donc effectivement, le dépendant, pour pouvoir attirer l'attention, pour pouvoir être, la personne que tout le monde aime, pour pouvoir être la personne, dont les gens ont besoin, c'est quelqu'un qui va, dans ses qualités, développer, une grande serviabilité, une grande jovialité. C'est quelqu'un de chaleureux, c'est quelqu'un d'attentif, c'est quelqu'un sur qui, on va généralement pouvoir aussi, plutôt compter. Mais c'est quelqu'un qui va être définitivement et désespérément tourné vers l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il va être capable d'apporter à l'autre, systématiquement et tout le temps, un soutien qu'il sera incapable de s'apporter à lui-même. Et en fait, par jeu, de vase communicant, il va apporter à l'autre un soutien qu'inconsciemment il attend de l'autre. Et si l'autre ne lui apporte pas ce soutien, alors il se sent de nouveau abandonné et il se sent comme avec un poignard dans le cœur que l'autre, que l'autre l'abandonne, il se sent seul, délaissé et cetera et cetera. Et ça va même aller jusque, lorsque quelqu'un dans son entourage, décède, hein, le dépendant va avoir des difficultés à accepter la mort parce que si quelqu'un de cher décède, il va ressentir non pas, que voilà, que la personne est décédée, mais il va avant tout percevoir que l'autre l'abandonne. Encore un qui nous a quittés, comme si, heu, le dépendant accusait le défunt tous les avoir abandonnés à leur sort et ça fait quelqu'un de moins qui va pouvoir l'aider, le supporter dans sa vie. Et donc le dépendant va rechercher des relations fusionnelles avec la personne qu'il aime. Plus il va être proche avec ces personnes, plus il va se sentir aimé, plus il va se sentir important à travers le regard de l'autre, plus il va se sentir considéré. Et c'est ce qui va lui permettre de lui donner de l'énergie, de lui permettre de se maintenir debout, de continuer d'avancer. Et c'est comme si sans l'amour et la considération de l'autre, le dépendant ne pouvait pas avancer. C'est ce que je disais au début. Le moteur du dépendant, c'est l'autre avec un grand A. Sans l'autre, le dépendant est au point mort. Il ne peut pas avancer. C'est comme s'il ne pouvait pas vivre. Et ça, c'est une grande, croyance erronée. C'est un leurre, et en plus, c'est extrêmement manipulateur. Je me répète, mais le dépendant est un grand, grand, grand manipulateur. Il va être très, très branché sur les besoins de l'autre, à tel point que les besoins de l'autre vont devenir ses besoins. Combien de dépendants vont vous dire: «Ah mais moi je suis heureux, heureuse seulement si tu es heureux. Je suis heureuse, heureuse si mon mari et mes enfants sont heureux. Je suis heureux, heureuse si ma femme ou mes enfants sont heureux». Non, 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 c'est pas juste, c'est pas OK. Ça veut dire que, le bonheur de tes enfants, dépend de toi? Non, 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 c'est pas OK ça non plus, c'est pas OK. Et en fait, là encore, je vais tellement mettre mon être tout entier à la disposition du bonheur de l'autre, que je vais, de ce fait, le priver lui de sa responsabilité de grandir par lui-même, hein, l'autre, et faire des choses qu'il ne m'a pas demandées et ainsi derrière me maintenir dans ma posture de victime et surtout, surtout, je ne vais pas grandir dans ma propre nourriture intérieure et personnelle et je vais oublier de savoir me nourrir moi-même. Donc fondamentalement, et c'est ce qu'il faut retenir, la seule personne que le dépendant abandonne dans toute cette histoire, c'est lui-même. Et il va être heureux de le faire à son propre détriment, à ses propres dépens, pour pouvoir attirer l'attention et le soutien de l'autre. Donc c'est vraiment un jeu d'énergie, extrêmement perverse. Et là encore, aujourd'hui, je suis dans ma souveraineté affective parce que j'ai pris conscience de tout ça. Mais en tant qu'ancienne dépendante affective avec la blessure de l'abandon et de la trahison, je dis les choses, véritablement, avec assurance et affirmation parce que j'ai été cette manipulatrice-là. Et donc aujourd'hui, il faut se dire les choses et arrêter de tourner autour du pot. Le dépendant est manipulateur. Donc le fameux pervers narcissique, le manipulateur pervers narcissique, oui, très, très bien. Il est alimenté par le manipulateur dépendant aussi. Et ça, c'est très, très important de le dire et de le savoir et de se mettre devant la réalité des choses. Par rapport à ça, le dépendant
peut se montrer très intrusif, voire toxique ou vampirisant, tellement il va se mêler de la vie d'autrui. Parce comme il est convaincu qu'il dépend d'autrui pour être heureux, alors il pense lui aussi qu'il doit jouer un rôle dans la vie des autres. Et donc ainsi, maintenir le lien et se maintenir au contact de l'autre. Et s'il ne le fait pas, il va avoir le sentiment d'abandonner l'autre et de prendre une décision pour lui-même, ce serait aux dépens d'autrui, alors que l'autre ne lui a strictement rien demandé. Pour rappel, comme le dit très bien Lise Bourbeau, ce n'est pas ce que tu vis qui te fait souffrir, c'est bien ta réaction à ce que tu vis à cause de tes blessures non réglées. Donc, le dépendant se maintient dans sa blessure d'abandon, se maintient dans sa manipulation à intervenir dans la vie des autres plutôt que de s'occuper de ses propres besoins, parce qu'il a fondamentalement besoin de se maintenir dans le lien à l'autre pour se sentir soutenu, accompagné et aimé. Généralement, cette blessure se vit avec le parent du sexe opposé et donc récidive encore et encore avec les personnes du sexe opposé, donc avec nos conjoints, nos conjointes, tant qu'elle n'est pas guérie. Et finalement, la personne que le dépendant abandonne en premier lieu reste avant tout elle-même, en s'attachant systématiquement à l'autre pour obtenir son amour et son soutien, voire en allant jusqu'à un comportement sacrificiel qui n'est pas juste ni pour lui ni pour l'autre, plutôt que de prendre sa responsabilité à elle-même de sa propre vie pour cesser de s'abandonner elle-même et finalement, enfin, véritablement s'aimer pour pouvoir grandir dans la propre nourriture de ses propres besoins à soi. Merci pour votre écoute et pour vos partages. Ce podcast est pour vous. N'hésitez pas à me préciser dans les commentaires s'il y a des points à approfondir pour un prochain podcast ou un autre sujet que vous aimeriez que j'aborde pour vous. Retrouvez toutes les informations pour me contacter ou commander mon